Donc bonjour mes petits élèves de seconde, ça faisait longtemps qu'on avait fait une vidéo de cours, donc voilà. Dans cette vidéo on verra les transformations chimiques. Donc à chaque fois vous pensez à faire pause, si j'oublie de vous le dire à la fin d'une diapo, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière et faire pause. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les transformations? Quelles sont les différentes transformations qu'il peut y avoir? Il y a trois types de transformations, les transformations physiques, nucléaire et chimique. Donc, je vous laisse faire pause. Les transformations physiques, c'est lorsque la matière change d'état. On rappelle les quatre états de la matière. Vous connaissez tous solide, liquide, gazeux. Et le quatrième état de la matière, dont vous n'avez pas beaucoup entendu parler, c'est le plasma. Donc le plasma, c'est un état particulier de la matière où les électrons vont se séparer. Les électrons vont s'écarter du noyau de l'atome, ne plus être relié à l'atome, et revenir ainsi de suite. En permanence, votre gaz est excité. L'état plasma, c'est ça, c'est un gaz excité, où des électrons des atomes vont partir loin de leur atome. Et puis quand ils vont revenir près de cet atome, ils vont dégager de la lumière. C'est pour ça que, par exemple, c'est le principe des néons qui nous éclairent dans les salles de classe. À l'intérieur, on a un gaz et lorsque les électrons reviennent près de leur atome et se relient entre guillemets à leur atome, ils dégagent de la lumière. Donc les transformations physiques, c'est lorsqu'on a un changement d'état. C'est par exemple, on va faire fondre un glaçon, il va passer de l'état solide à l'état liquide. Ensuite, on a les transformations nucléaires. Dans les transformations nucléaires, les atomes eux-mêmes sont modifiés. Nucléaire, ça vient du mot nucleus qui veut dire noyau. Donc en gros, on va changer les noyaux des atomes et donc on va obtenir de nouveaux atomes. Il y a deux réactions nucléaires qui sont possibles et les deux d'entre elles, ces deux réactions dégagent énormément d'énergie. On a d'abord la fusion nucléaire. Donc c'est lorsque deux petits atomes vont fusionner entre eux, leurs noyaux vont se fusionner pour donner plus qu'un seul noyau. Et donc du coup, deux atomes vont donner un nouvel atome. C'est le principe typiquement des réactions qui ont lieu au cœur du Soleil ou de toutes les étoiles. Et à l'heure actuelle, on ne l'utilise pas encore sur Terre pour produire de l'électricité parce que c'est compliqué, on l'étudie à Cadarache. C'est une réaction qui est intéressante parce que elle dégage beaucoup d'énergie et elle ne produit quasiment pas de déchets radioactifs. En général, on sert d'atomes d'hydrogène et on crée des atomes d'hélium. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est la fission nucléaire. Donc là, ça concerne les très très gros atomes. Typiquement, nous, on utilise dans les centrales nucléaires des atomes d'uranium. On explose l'atome d'uranium en deux en lui envoyant une particule qui va faire que ça va casser son noyau. Et du coup, on obtient deux autres atomes. Alors le problème de cette énergie, c'est qu'elle crée beaucoup de déchets radioactifs, que les atomes eux-mêmes qu'on utilise, donc l'uranium, sont eux-mêmes radioactifs, et donc sont assez compliqués parce que c'est dangereux, et qu'en plus ces déchets-là durent plusieurs centaines, voire milliers d'années selon les déchets. Donc je vous laisse faire pause et copier. Donc revenons aux transformations chimiques. Alors, par définition, une transformation chimique, c'est lorsque des molécules vont réagir entre elles pour donner de nouvelles molécules. Donc, grosso modo, ce qui se passe quoi? C'est que les liaisons chimiques entre des atomes vont être cassées, et puis des nouvelles vont être créées, ce qui va donner de nouvelles molécules. On appelle réactifs les molécules qu'on va faire réagir entre elles, et produits les molécules qui sont produites par la transformation. Donc, je vous laisse faire pause et copier. Ah, pardon. J'ai oublié, on modélise les transformations chimiques par des réactions chimiques et on les représente par des équations bilan. D'accord? C'est une modélisation. Les transformations chimiques, c'est ce qui arrive vraiment dans la vraie vie, entre guillemets. Et donc les scientifiques l'ont modélisé par des réactions chimiques et ensuite par des équations bilan. Donc là, je vous laisse pause et copier. Ensuite, les transformations chimiques d'un point de vue thermique. Donc on va avoir plusieurs cas. On peut soit dégager de la chaleur, ça veut dire que par exemple, typiquement quand je fais brûler quelque chose, on approche les mains, on a chaud. Pourquoi? Parce que cette réaction dégage de la chaleur. On dit typiquement on appelle ça une réaction exothermique. Ensuite, deuxième cas, inversement,
La transformation qui va avoir lieu va absorber la chaleur qui est autour d'elle. Et donc, la température va se refroidir. C'est typiquement, on a vu la dissolution, une des dissolutions qu'on a vues, avec le nitrate d'ammonium. Et cette réaction est dite endothermique. Ensuite, dernier cas, on pourrait avoir des réactions qui ont lieu, mais qui ne dégagent pas de chaleur et qui n'en absorbent pas non plus. Et dans ce cas-là, on va dire que la réaction est athermique. Donc, je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, les différents paramètres influençant une transformation chimique. Donc, on va avoir la température. Donc, la température, on rappelle que c'est une mesure de l'agitation des molécules. Donc, en gros, une molécule, comment elle peut être agitée? Alors, elle peut soit se déplacer. Donc, plus votre température est élevée, plus votre molécule va se déplacer vite. Et donc, dans le même laps de temps, parcourir une plus grande distance. Ça peut être aussi le fait qu'elles vont se mettre à vibrer, tourner sur elles-mêmes, etc., etc. Lorsque votre température augmente pour une transformation donnée, c'est-à-dire que vous allez par exemple chauffer votre réaction, par exemple vous la faites dans un bécher, vous chauffez le bécher, ça va accélérer la transformation chimique. La transformation chimique, c'est des molécules qui doivent réagir entre elles. Pour qu'elles puissent réagir entre elles, il faut qu'elles se rencontrent. Donc en augmentant la température, on va augmenter l'agitation des molécules, elles vont se déplacer beaucoup plus. Et donc il y a une plus grande probabilité, dans le même laps de temps, que deux molécules se rencontrent et donc il y a une réaction chimique. Donc typiquement la température va permettre d'accélérer les transformations. Et parfois pour certaines réactions, la température, si vous ne chauffez pas, vous n'arriverez pas à avoir de réaction chimique. Parce qu'en plus de rajouter, d'augmenter la probabilité qu'elles se rencontrent, lorsqu'elles vont se rencontrer, elles auront plus d'énergie, donc elles vont se taper plus fort, et donc ça va permettre à ce que la réaction chimique ait lieu, parce qu'elles seront plus proches entre guillemets, et elles auront plus d'énergie. Ensuite, l'autre paramètre, c'est les concentrations des réactifs, dans le cas d'espèces en solution. Plus vous allez avoir des concentrations élevées de vos réactifs, plus vous allez avoir de molécules de réactifs dans un volume donné, et donc plus grande est la probabilité que deux molécules se rencontrent et donc que la réaction ait lieu. Donc je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on a certaines transformations qui ont besoin d'un catalyseur. On l'avait vu lors d'un TP, qu'on avait utilisé de l'acide sulfurique comme catalyseur. Donc un catalyseur, c'est quoi? C'est une espèce chimique qui va aider à ce que la transformation ait lieu, mais il ne va pas être consommé. Ça veut dire que si on en a 100 molécules au départ de catalyseur, on en aura 100 molécules à la fin. Donc on les écrit pas dans les équations bilan. Je vous laisse faire pause et copier. Donc ensuite, les équations bilan. Ah, j'ai oublié de faire les animations. Dans une transformation chimique, les atomes sont conservés. D'accord, on a juste dit qu'il y avait des nouvelles liaisons qui se créaient et d'autres liaisons qui étaient cassées. Mais on ne modifie pas les atomes. Donc si on avait 50 atomes de carbone au début, on en aura aussi 50 atomes de carbone à la fin. On va représenter l'équation bilan de la manière suivante. Donc en gros, on écrit ici les formules brutes de nos réactifs ici, avec une flèche qui va donc amener vers la molécule ou les molécules qui seront produites, donc les produits. La flèche symbolise que c'est une réaction qui n'est pas instantanée, il faut que les molécules se rencontrent, même si ça peut aller très souvent très vite. Donc la flèche symbolise l'évolution dans le temps du système. Ensuite, entre parenthèses, j'indique l'état de mes différentes molécules, que ce soit réactif ou produit. G pour gazeux, L pour liquide et S pour solide. Et puis il y a le cas particulier où on travaille, ce qui est très courant en chimie, avec des espèces diluées, dissoutes dans de l'eau. Dans ce cas-là, on dira qu'elles sont en solution aqueuse et donc on marquera AC, AQ, entre parenthèses. On remarque que cette réaction ici, pour l'instant, n'est pas équilibrée. Donc à gauche, j'ai deux atomes d'hydrogène, j'en ai bien deux à droite. D'accord, H2, H2. Par contre, les atomes d'oxygène, là, ça va pas. Donc là, j'en ai deux à gauche, un à droite. Donc là, mon équation bilan n'est pas équilibrée. Donc il faut équilibrer cette équation. Une fois qu'on l'a équilibrée, on obtient cette nouvelle équation. 2H2 plus O2 donne 2H2O. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux molécules d'hydrogène vont réagir avec une molécule d'oxygène, et cette réaction va produire deux molécules d'eau, qui sera d'ailleurs liquide. Je vous laisse copier, faire pause et copier.
Donc là, le diapo est fini. Je vais refaire un exemple pour ceux qui ont du mal à équilibrer les équations de bilan. Je vais remontrer comment on fait avec les histoires des billes. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de soucis là-dessus, vous pouvez vous arrêter ici. Alors, je prends ma réaction, donc H2 plus O2 donne H2O. On peut considérer que chaque molécule, c'est comme un sac de billes. Donc là, je représentais 3 sacs de billes, une pour H2, une pour O2, une pour H2O. Et en fait, chaque atome peut être en gros représenté par une bille. Donc là, j'ai fait ma petite légende, j'ai décidé que l'oxygène serait une bille rouge et l'hydrogène une bille bleue. Donc, je commence par remplir mes sacs de billes que j'ai ici. Donc, j'ai séparé par 2 traits les réactifs et les produits. H2, ça veut dire que j'ai 2 atomes d'hydrogène. Donc, je représente... Oups, je vais y arriver. Je représente donc 2 billes ici dans mon sac de billes. Voilà. Ensuite, tant qu'à faire, je termine pour H, ça sera plus rapide. Ici, H2O, ça veut dire que dans ce sac-là, j'ai aussi 2 billes bleues. Voilà. Je vais diminuer un peu en taille, sinon j'aurai pas la place. Maintenant, je regarde pour les billes d'oxygène. Dans H2, j'en ai pas. O2, ça veut donc dire que j'ai 2 billes rouges. Et dans H2O, le 2 concerne que le H. Donc O, il n'y a rien derrière, ça veut dire qu'il y en a 1. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait mes sacs de billes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est équilibrer. On voit bien qu'ici, je n'ai pas le même nombre de billes rouges à gauche qu'à droite. Il va donc falloir que je joue sur mes sacs de billes pour pouvoir m'en sortir. Une fois que j'ai fait mes 3 sacs de billes là, qui représentent mes molécules, et quand je l'ai fait, je regarde que la formule de ma molécule. Hein. Je n'ai pas dit, là, il me faut 2 billes rouges là, j'en rajoute une deuxième ici. J'ai le droit de faire autant de fois ces sacs-là que je veux. Donc ces 2 sacs-là de ce côté-là et ce sac-là de ce côté-là. Autant de fois que je veux. Jusqu'à ce que j'ai le même nombre de billes de chaque couleur, de chaque côté. Donc là, typiquement, je regarde, j'ai 2 billes bleues, je suis content. 2 billes rouges, une bille rouge, je suis pas content. Donc il faut que j'arrive à avoir 2 billes rouges de ce côté-là. Donc avec 2 billes rouges, combien de fois je peux faire ce sac-là? Je peux le faire 2 fois. Donc ça veut dire que je reprends une deuxième fois ce sac-là. Mais quand je le reprends entièrement. Je ne reprends pas juste un sac avec une bille rouge, je reprends tout le sac. Là maintenant mes billes rouges, j'en ai le même nombre de chaque côté. Par contre, mes billes bleues, ce n'est plus le cas. J'en ai 4 ici et 2 ici. Alors comment je fais? Je dois reprendre ce sac-là entièrement une deuxième fois. Et là je suis content, j'ai le même nombre de billes bleues à gauche qu'à droite, le nombre de billes rouges à gauche qu'à droite. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à compter mes nombres de sacs. Donc là j'en ai 2. Donc c'est pour ça que sur l'équation bilan que vous avez copiée à la fin du cours, on avait marqué 2H2. Ici 1O2. Alors vous pouvez marquer le 1, c'est pas gênant, mais si vous ne le marquez pas, c'est implicite que vous avez un 1. Et puis ici 2, donc 2H2O. Et là j'aurais fini, mon équation de bilan est équilibrée. Vous n'êtes pas obligé de passer par les billes lorsque vous équilibrez. Si vous êtes à l'aise simplement avec les lettres, vous pouvez très bien faire ça directement. Ensuite, les petits conseils, on commence d'abord par les atomes qui sont présents dans le plus grand nombre de molécules. Alors s'il y en a plein, là elle est très simple. Vous avez vu sur le site qu'il y en avait des plus compliqués. Et puis je vais chercher des conditions. Alors des conditions, ça peut être par exemple que... ici, par exemple, sur O, ici, il était présent que dans une molécule, dans un nombre pair, 2, et ici, présent dans une seule molécule en nombre impair, 1. Donc ça impliquait que forcément, je serais obligé d'avoir un nombre pair de cette molécule-là, pour avoir un nombre pair d'oxygène, et pouvoir l'équilibrer avec cette molécule-là qui en comporte un nombre pair. Donc voilà, il faut chercher des conditions, commencer par les atomes qui sont dans les plus grosses molécules, et puis y aller à tâtons. Voilà pour cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine fois. Je m'en fiche.